avec notre invité, Maître Éric Emmanuel Sousa, avocat au barreau du Togo. Nous allons parler de la RDC, un député inculpé pour avoir critiqué le président Antoine Félix Tshisekedi. Nous allons également parler du Burkina Faso, Blaise Compaoré, réconciliation, oui, impunité, non, selon le porte-parole du gouvernement. Et puis, France régionale, la République en panne. Maître Éric Emmanuel Sousa, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre rendez-vous. C'est la première fois qu'un homme politique est inquiété par la justice militaire depuis la mise en place de l'état de siège en vigueur dans les provinces du Nord, Kivu et Ituri. Il a été transféré à la prison centrale de Mouria lundi. Ses proches dénoncent une répression politique. Il s'agit tout simplement de Jean Bosco Assamba, issu de la coalition pro-Tshisekedi, Union Sacrée. Maître Éric Emmanuel Sousa. Bien, alors, ici, je pense qu'il faut faire attention, parce que nous sommes exactement au milieu du brasier politique. Tout le monde sait la situation qui prévaut dans l'Est congolais, et il s'agirait d'un député qui aurait tenu des propos pour le moins désobligeants envers le chef de l'État. Et pour cette raison, il est arrêté en instance d'être jugé. Bon, la grande question se pose de savoir quel est exactement l'espace d'expression qui est réservé à des députés d'opposition. Parce que, de ce que je sais de l'affaire, il est reproché à ce monsieur d'avoir précisément dit dans une vidéo du chef de l'État qu'il était menteur. Bon, ce n'est pas très élégant. Mais à ce moment-là, je veux dire, à quel degré de vocabulaire un opposant peut-il exprimer son opinion sur un comportement d'un chef d'État envers lequel il est en désaccord? Menteur, c'est encore au niveau du lexique un propos qui me semble être dans la mesure. Mais alors, on s'émeut de savoir comment est-ce que, pour avoir dit ça seulement, un député, pas un citoyen lambda, un député dit d'opposition, se retrouve en situation de poursuite pour offense au chef de l'État. C'est assez ébouriffant. Je ne sais pas du tout quel est l'état et quel est le baromètre de la liberté d'expression au Congo, notamment lorsqu'il s'agit de personnes issues de la représentation nationale. C'est assez inquiétant. Je ne sais pas, pardonnez-moi, je ne connais pas tous les éléments constitutifs de l'infraction. Comment est-ce que c'est articulé? Comment est-ce que l'accusation essaye de justifier la demande de poursuite? Mais on est effaré. Alors, maître, vous ne pensez pas que c'est aussi trop aller quand on connaît les vicissitudes actuelles de la politique en République démocratique du Congo? Trop aller de la part de qui? Du pouvoir en place, oui. Du pouvoir en place. Du pouvoir en oui, place, forcément. C'est pour ça que je dis, non, attendez. En faisant cela, le pouvoir est en train de déprécier tous les efforts qu'il fait par ailleurs pour donner l'impression que on est là dans l'expression démocratique la plus étendue et la plus offerte. Parce que aujourd'hui, la RD Congo fête ses 61 ans d'indépendance, aujourd'hui même, le 30 juin. Et c'est à ce moment-là qu'on est en train de découvrir que, en fait, au niveau des libertés politiques, on a à chaque fois piétiné. Parce que quand on l'a vécu sous le parti unique de Mobutu, le MPR, c'était le MPR, tout puissant, on ne pouvait pas dire un petit mot de travers contre le maréchal. Bon. Et puis on a dit qu'il y a l'avènement démocratique. On a même changé de pays, enfin changé le nom du pays. De Zaïre, on est devenu République démocratique du Congo. Et dans la République démocratique, on a des comportements qui sont totalement antidémocratiques. C'est-à-dire, je ne sais pas quel est le lexique qu'on a donné aux députés pour s'exprimer, mais un député d'opposition qui dit que le président a menti ou est un menteur,
ne me paraît pas avoir commis un outrage. Ouais. Sinon, il faut qu'on nous dise quels sont les mots autorisés et les mots proscrits. Et ses proches demandent la libération immédiate et sans condition. Il y a à tout le moins, ils ne peuvent pas faire autre chose, sinon ils ne servent à rien. Et maître, le parti RDPR a ouvert une action disciplinaire contre son cadre depuis 2 semaines. Cela veut dire qu'au niveau de sa famille politique même, il a des soucis et cette formation politique assure qu'elle n'est ni de près ni de loin concernée par l'acte du député. Bon, écoutez, c'est une opération de lâchage que je constate et que je ne peux absolument pas approuver parce que ma conception de l'expression démocratique dans le débat politique autorise quelques écarts de langage et en tout cas des propos à caractère polémique qui accueillent sans souci des mots comme menteur. Ou, écoutez, quoi? Ce que dit le président est un mensonge, ça veut dire le président est un menteur. Alors, si je dis le président est un menteur en étant un député d'opposition, alors si je suis poursuivi pour outrage, dans quel type de langage je peux m'exprimer et exprimer mon opposition aux faits ou aux propos du président? Je ne sais pas. C'est assez dangereux, c'est un recul inquiétant de la liberté d'expression dans sa conception la plus stricte. Alors, maître, on va passer au second sujet. Burkina Faso, Blaise Compaoré, réconciliation, oui, et impunité, non. Aujourd'hui, certains disent que le Burkina Faso a besoin de l'ancien président Blaise Compaoré, qu'on voit tout ce qui se passe avec les tueries sans cesse. Blaise Compaoré est peut-être de retour au Burkina Faso, oui, mais impunité, non. À quoi pouvait-on s'attendre? Est-ce que pour consacrer la réconciliation, il faut faire litière de la justice? Non, en règle générale, je pense que l'élan de réconciliation s'accompagne ou est précédé par l'œuvre de justice. Il faut à tout le moins, ce qu'on demande à l'ancien président Compaoré, c'est de venir expliquer au peuple burkinabé dans quelles conditions son prédécesseur et ami a trouvé la mort le 15 octobre 1987. Dans quelles conditions? Qu'est-ce qui a été à la base de cet acte odieux qui a violenté la conscience politique de toute une génération? C'est une violence grave. Écoutez, on a quand même affaire à 2 personnes que tout désignait comme amis. Tous les témoins de leur parcours politique les ont connus et désignés comme des frères. Et puis du jour au lendemain, quelle que soit leur dissension, l'un décide de la mort de l'autre et il obtient. Pas de lui seul, de tous ses compagnons. Et on nous dit, bon, il faut être réconcilié, oublions ça. C'est pas possible. L'Afrique ne peut pas à chaque fois faire des réconciliations comme ça à bas prix, en bradant l'essentiel de ce qui devrait être, je dirais, le ciment véritable. Parce que vous voyez, si vous allez à la réconciliation au forceps, sans y mettre les conditions nécessaires, vous faites des réconciliations de façade et la moindre chiquenaude va encore créer le chaos et les conflits vont renaître parce que on a été mal réconcilié ou on a été réconcilié de façon ultra rapide, de façon insuffisante, parce que bon, une réconciliation ne se décrète pas, elle se vit. Celui qui accepte de réconcilier, c'est-à-dire l'offensé a besoin de quelque chose, que son offenseur accepte de l'avoir offensé, tout au moins, et qu'il dise, bon, je suis prêt à te demander pardon
si tu veux bien accepter de me l'accorder. Et là, du coup, on passe la responsabilité morale à celui qui était offensé, de savoir s'il est disposé ou non à accorder le pardon. C'est ça la réconciliation. Mais dire, bon, écoutez, on a décidé que vous devez être réconciliés, donc bon, vous avez été offensé, acceptez de pardonner à ceux qui vous ont offensé. On n'est pas dans le domaine religieux, hein, d'accord? C'est pas le pater noster, quoi. Hein? Il faut passer à autre chose. Il faut que la réconciliation, pour être de qualité, soit quelque chose de suffisamment sincère pour que tout le monde y adhère. Et notamment, ceux qui doivent y adhérer sont ceux à qui on a fait du tort, qui vont accepter, en reconnaissant ceux qui ont causé le tort, que ce sont des citoyens, des frères, et maintenant, je suis disposé à lui pardonner. À condition qu'on me le présente. On tue mon père, mon frère, ma femme, et on me dit, bon, pardonne à on ne sait pas qui. Non, j'ai peut-être oublié, mais je ne suis pas prêt à pardonner. Vous comprenez? Donc, si on veut une réconciliation qui doit faire catharsis, il s'agit de maintenir une nation debout. Pour maintenir la nation debout, il faut avoir le courage d'aller au fond des choses et dire non, ça s'est passé, nous le déplorons, nous ferons en sorte que ça ne se passe plus. Mais avant de faire en sorte que ça ne se passe plus, il faut à tout le moins que ceux qui l'ont fait acceptent de l'avoir fait et qu'on leur accorde le pardon patriotique. Donc, selon vous, la condition sine qua non à cette réconciliation, c'est que l'ancien président Blaise Compaoré puisse revenir au pays et répondre de ses actes devant la justice, tout au moins. C'est-à-dire que, vous savez, à chaque fois on confond. Hein, on a l'impression que quand on se présente devant la justice, c'est nécessairement pour y recevoir une sanction. Non, non, pas du tout. L'œuvre de justice, il se constitue dans son processus de réalisation d'une part essentielle, la vérité judiciaire. C'est-à-dire, maintenant, j'ai compris ce qui s'est passé. On a besoin, la victime, la plupart du temps, elle n'a pas besoin de vengeance. Elle ne vit pas la sanction de son oppresseur comme étant un moyen de satisfaction. Vous avez tué mon enfant, que vous fassiez 100 ans en prison, ne me ramènera pas mon enfant. Bon, mais vous avez tué mon enfant. Vous reconnaissez l'avoir tué. Je sais maintenant comment il a été tué. Mais je suis prêt à accepter que vous redeveniez mon voisin. J'aurai plus de vigilance peut-être vis-à-vis de vous. Je ne vous dirai pas bonjour parce que, bon, à chaque fois, ça m'écorche la langue de le faire parce que vous êtes l'assassin de mon fils. Mais au moins, je sais pourquoi je vous dépasse sans vous dire bonjour. Si cela me soulage. C'est aussi ça, le pardon. Le pardon, c'est pas tous les matins venir vous embrasser pour vous dire, vous comprenez. Non, ça viendra à part. Ça viendra plus tard si les dispositions de l'esprit et de l'âme de la personne sont en accord avec ça, avec ce comportement-là. Mais ce n'est pas par décret qu'on réconcilie. Maître, vu la situation actuelle au Burkina Faso, est-ce qu'on ne peut pas transcender ces réalités? Aujourd'hui, il y a des attaques répétées. L'attaque récente, c'est l'attaque de Sorlan qui a fait 130 victimes. Les gens disent que c'est Blaise Compaoré qui arrive à maîtriser ces djihadistes, c'est Djibril Bassolé, c'est encore mon cher ami, Diendéré. Mon cher ami, ce n'est pas parce qu'on va dire à Blaise Compaoré, bon, on te pardonne tous les crimes que tu as commis, que automatiquement les attaques terroristes vont cesser. Et ce n'est pas parce qu'on va dire que Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé sont innocents de toute, de toute turpitude que automatiquement les djihadistes vont arrêter d'attaquer le Burkina Faso. Je ne pense pas que ce soit cela. Il y a eu des choses qui leur sont reprochées. Il faut qu'ils répondent. À la limite, qu'ils se défendent et qu'ils démontrent leur innocence. C'est quand même de ça qu'il s'agit. Mais en fuyant littéralement, en refusant de se présenter, là, on pose un acte beaucoup plus inquiétant dans l'effet politique que ça doit avoir. C'est-à-dire, moi, je suis au-dessus des lois, je fais des choses dont je n'ai de compte à rendre à personne. Et si vous voulez absolument avoir des comptes de ma part, eh bien, je vais vous envoyer mes sbires, ils vont vous tracasser, ils vont troubler la paix sociale en commettant des actes terroristes.
Ça non plus, on ne peut pas l'accepter. Et si jamais il était démontré que ces gens-là sont pour quelque chose dans les violences terroristes qui sont faites au Burkinabé, alors à ce moment-là, la potence doit leur être promise. C'est un peu plus grave. C'est encore plus grave. Alors, ou ils savent quelque chose, ou ils ne savent pas quelque chose. Mais on ne nous dira pas, attention, vous êtes obligés, pour avoir la paix, de leur donner l'impunité. Parce que autrement, on a là la graine de quelque chose qui est encore beaucoup plus dangereux. Maître, comment on peut expliquer l'inertie actuelle de l'actuel président, Roch-Marc Christian Kaboré, devant ces attaques, hein? On a vu le balai citoyen qui est sorti violemment. Oui. L'inertie de ce président qui a le balai citoyen, quand il est sorti, ça a effrayé les terroristes. Attention, le balai citoyen, c'est une organisation de la société civile pour qui j'ai le plus grand respect et une estime... Avec Smokey et une estime totalement sans mesure. Mais sortir dans la rue pour protester contre les attaques terroristes ne fait pas cesser le terrorisme. Et dire que le président Compaoré est resté le balai citoyen brandit la justice contre le gouvernement en place pour non-assistance. Mais attendez, qu'est-ce que ces choses-là sont faciles quand on est à Ouaga, d'accord, complètement éloigné des zones où la chose, où le feu brûle. Non, mais attendez. Quand on est à 100 km du volcan, c'est bon, on peut parler contre les larves. Non, attends, je crois que ce qui arrive au Burkina Faso est suffisamment grave et suffisamment inquiétant pour qu'on fasse preuve de mesure. Attention, personne n'a un remède miracle contre ce mal qu'est le terrorisme et la façon asymétrique dont ça se passe. C'est des gens qui sont dans le voisinage et qui, du jour au lendemain, se donnent le mot, se rassemblent et vont commettre des crimes barbares. Et après se dissipent dans la nature. Bon, allez les chercher. Si vous avez une recette magique, allez les chercher. C'est pour ça que c'est si compliqué. Mais je ne connais aucun chef d'État dans le monde qui dort tranquille quand on lui dit qu'on a tué 130 de ses concitoyens comme ça en une nuit et qu'on ne sait pas qui a commis l'acte. J'en connais aucun. Donc faire reproche à Roch-Marc Christian Kaboré d'être resté inerte, je dis c'est totalement outrageant pour d'abord l'homme que c'est, son engagement politique, et c'est insulter l'action quotidienne qu'il mène pour ramener la paix dans son pays. Et il ne veut pas négocier avec les djihadistes. Et forcément, c'est ce qui les irrite à commettre ces genres de crimes. Bon, alors, vous savez quoi? C'est toujours le problème. Hein? Ouais. D'accord. Vous tuez massivement, vous commettez des crimes odieux, et la voie du salut, c'est négocier avec vous. Je négocie quoi? Je négocie quoi? Le rôle de l'État, c'est d'être à chaque fois prééminent. Alors, je dois, en tant qu'État, me donner les moyens d'être prééminent, c'est-à-dire venir à bout. Et si venir à bout, c'est les écraser, je me donne les moyens de les écraser. Mais je ne vais pas attendre qu'ils viennent à moi pour qu'on négocie, alors qu'ils ont fait des choses qui sont absolument répréhensibles, inadmissibles à tous les niveaux et inexcusables jusqu'à la consommation des temps. On ne peut pas, au nom de l'esprit de réconciliation, accepter tout et n'importe quoi. Mon voisin peut venir dans ma maison, tuer mes enfants, violer ma femme, etc. Et au nom de la réconciliation, décidé par je ne sais pas qui, il faut que je vienne lui serrer la main, le tenir tendrement pour dire, bah, écoutez, ça s'est passé, c'est la vie, c'est comme ça, Dieu a donné, Dieu a repris. Come on, on élit des gens pour ça. Allez, on passe en France pour les régionales. La République en panne, c'est une question. La démocratie française est en train de perdre son démon, son peuple. Seuls 46,4% des électeurs ont voté le 14 mars lors du premier tour des élections régionales et 51,2% au second tour le 21 mars, selon un récent sondage mené en janvier par s'offre pour le compte du Centre de recherche politique de Sciences Po. Maître, on va analyser cela sous deux prismes. D'abord, la République, même en panne, les Français ne sortent plus pour aller voter. Et ensuite, au niveau du parti politique de l'actuel président, ça ne marche pas également. Le premier aspect. Bon, alors attention.
je crois qu'il ne faut pas se méprendre sur cette réalité. Le parti présidentiel, La République en marche, est en panne incontestablement. Pour n'avoir remporté aucune région, c'est un échec cuisant. Oui, dont il faut tirer peut-être des conséquences politiques. Ça veut dire que la mayonnaise n'a pas pris, et quand on est à une échéance d'1 an des présidentielles, ça donne à réfléchir. Ça veut dire que le peuple profond de France est constitué politiquement autour de 2 axes forts, qui sont la gauche et la droite. La droite classique, républicaine, il s'appelle les Républicains aujourd'hui, mais qui est en fait un alliage subtil entre ce qu'était avant le centre droit et l'ancien RPR devenu UMP. C'est les 2 axes. Et puis le Parti socialiste, avec les reliquats du communisme, et les insoumis qui sont en quelque sorte un avatar de l'un et de l'autre. Bon, maintenant, au milieu de ça, on a pensé que le parti Les Républicains en marche, ou La République en marche de Emmanuel Macron, pouvait être une 3e voie. Puis finalement, on se rend compte que non. Donc, avant les élections présidentielles, ça posait problème, parce que il y aura non seulement les élections présidentielles, mais il y aura après les élections présidentielles les législatives. Alors, quelle est aujourd'hui la disposition des cartes? C'est là l'énigme que le président Macron doit résoudre, parce que à un moment donné, ou bien il faudra qu'il soit de gauche ou de droite pour qu'on connaisse exactement quelle est son identité idéologique. Parce qu'aujourd'hui, personne ne connaît la colonne vertébrale de ce parti qui s'appelle les Républicains, La République en marche. Donc, La République en marche, bon, c'est une sorte d'ovni politique. Aujourd'hui, c'est à ça que ça ressemble, et qui n'a finalement de véritable élément d'identité ou d'identification que le président de la République. Il n'y a plus rien dedans. La seule substance, c'est la personne d'Emmanuel Macron. Alors, avec ça veut dire que le combat va être rude, parce que on a passé quasiment tout le mandat, enfin les 4/5e du mandat de Monsieur Macron, à parler à la France comme si il n'y avait plus de clivage, comme si les clivages droite-gauche étaient devenus obsolètes et complètement ringards. Et finalement, on se rend compte que non, ces clivages sont constitutionnels au paysage politique ou au démembrement politique du pays. Donc, il va falloir y revenir et savoir comment on se positionne. Ou bien on fait la cour à l'électorat de droite, ou bien on l'a fait à l'électorat de gauche, puisque tout le monde est d'accord, il faut laisser et marginaliser l'électorat d'extrême droite. Bon, l'extrême gauche existe aussi, certains l'affublent d'islamophilie, mais bon, ça ne suffit pas non plus à les diaboliser suffisamment. Donc on va essayer de revoir. C'est pour ça que je dis, en ce moment, il faut rebattre les cartes. Pour Monsieur Macron, l'enjeu, c'est de savoir s'il est de droite ou de gauche. Parce que pour l'instant, il n'est ni de centre, ni de droite, ni de gauche. C'est pour ça que je disais que c'est une ovni. Maître, justement, est-ce que c'est l'ovni politique et le paysage politique qui n'est pas clair pour l'actuel président qui explique cette banqueroute, ou bien c'est également la réalisation des projets sociaux qui n'ont pas porté? On a vu la gouvernance du président Macron. Non, la gouvernance du président Macron, attendez. Vous savez, la France est devenue de plus en plus difficile à gouverner. Vous savez, le président Macron, croyez-le ou pas, est probablement parmi les présidents, les 3 derniers présidents, celui qui a eu les élans réformistes les plus audacieux. Vraiment. Parce qu'il pensait que, étant affranchi de ses tutelles politiques droite-gauche, il avait les mains libres pour pouvoir agir sur les choses. Et puis finalement, il a eu quoi? Les gilets jaunes. C'est paradoxal. C'est celui qui veut faire bouger les lignes, veut insuffler finalement des changements
considérable dans la vie sociopolitique de son pays et qui rencontre la plus grande hostilité. Bon, alors, ses alliés politiques, c'est qui? C'est ou des gens de droite ou des gens de gauche. Donc, finalement, ça déconsubstantialise complètement l'identité idéologique. Le macronisme, c'est quoi? On dit, oui, c'est le en même temps. Bon, d'accord, c'est assez ironique. Ouais. C'est en même temps de droite, en même temps de gauche. Ou un peu des deux, selon le cas, on met la jauge un peu plus haut ou un peu plus bas. Mais finalement, c'est de la politique à courte vue, c'est la politique de l'immédiateté, et c'est la raison pour laquelle ça ne séduit pas beaucoup de monde. Parce qu'ils se disent, on attend autre chose. Mais pour avoir ce autre chose, il faut l'avoir dans la durée. Et pour l'avoir dans la durée, il faut qu'il y ait des gens qui soient identitairement porteurs de ces idées sur le terrain, qu'on les reconnaisse. Si mon maire est socialiste, ça veut dire que dans la politique de gestion communale, il y aura certains éléments qui vont nécessairement avoir une teinte que je dois reconnaître. Ça veut dire qu'à la cantine, il y aura certaines choses. Ça veut dire que dans l'ouverture des crèches, j'aurai telle disposition, parce que ça, c'est dans l'ADN du Parti socialiste. Ouais. Mais quand c'est La République en marche, je ne sais pas ce que ça va être. C'est la raison pour laquelle la mayonnaise n'a pas prise. Maître Éric Emmanuel Sousa, merci. C'est moi qui vous remercie. Allez, on va marquer une petite pause et on revient pour Regard Croisé. Merde.